le récepteur que je voudrais vous présenter maintenant, c'est un récepteur, un neurotransmetteur que nous n'avons pas vraiment abordé. Vous connaissez l'adrénaline et nous allons parler d'une molécule qui est assez proche de l'adrénaline, la noradrénaline, mais nous allons ici parler de norépinéphrine. La norépinéphrine, c'est un neurotransmetteur. Et la norépinéphrine se lie à des récepteurs adrénergiques. Et le récepteur dont nous allons parler, c'est un des récepteurs bêta-adrénergiques. Donc le récepteur bêta-adrénergique. La norépinéphrine, nous allons l'écrire NE. Alors, dans ce schéma, nous avons ce récepteur bêta-adrénergique, qui est un récepteur métabotrope. Vous le voyez, enchâssé dans une double couche phospholipidique. Le liquide extracellulaire est ici en haut en vert. En bleuâtre, nous avons le liquide intracellulaire. Et voici le neurotransmetteur, la norépinéphrine, qui s'y lie. Cette liaison entraîne l'activation d'une protéine G. Nous sommes tout à fait à l'aise maintenant avec cette notion. Et voilà donc un autre exemple typique de récepteur métabotrope couplé à une protéine G. L'activation de cette protéine G libère un second messager. Ce second messager va activer une enzyme. Voilà, on en a tout à fait l'habitude. Et cette enzyme ici, c'est l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase, peut-être que vous l'avez vu par un autre cours, elle permet la synthèse d'AMP cyclique, qu'on écrit AMPC ou en anglais CAMP. Et de fait, vous voyez que l'activation de l'adénylate cyclase a conduit à la synthèse d'AMP cyclique. Et cet AMP cyclique est lui-même un second messager qui va activer encore une autre enzyme qui est une protéine kinase. Dans ce cas-ci, nous avons déjà rencontré des protéines kinases comme la CAMK2, comme la PKC, et ici, cette protéine kinase, c'est la protéine kinase A. Cette protéine kinase, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une protéine kinase, donc elle va phosphoryler, elle rajoute un groupement phosphate. Dans ce cas-ci, à un canal potassique. Ce n'est pas un canal phosphorylation dépendant. Je veux dire, ce n'est pas un canal qui s'ouvre lorsqu'il est phosphorylé. Au contraire, quand il est phosphorylé, celui-ci, il se ferme. Donc, quand le canal potassique est phosphorylé, ça le ferme. Ça veut dire que le potassium ne peut plus passer. Et si le potassium ne peut plus passer, qu'est-ce que ça fait sur la membrane? Et c'est là qu'il est important de réaliser que tout est toujours en mouvement. Donc si nous avions un potentiel qui était comme ceci, et que nous empêchons, donc ici nous avons le potentiel de membrane, et ici nous avons le temps. Et à partir de là, nous empêchons le potassium de sortir. Si nous empêchons le potassium de sortir, on se retrouve avec un excès de potassium à l'intérieur de la cellule. Donc l'espace intracellulaire se retrouve avec un excès de charge positive. Ça va avoir un effet sur le potentiel de membrane. Dans quel sens? Bien, s'il y a plus de potassium à l'intérieur, plus de charge positive à l'intérieur, nous allons avoir une augmentation. Une faible augmentation, mais une augmentation quand même visible du potentiel de membrane, dans le sens d'une dépolarisation. Alors cette dépolarisation, elle ne sera pas suffisante en elle-même pour atteindre le seuil. Mais vous voyez qu'on rapproche alors le potentiel de membrane du seuil d'excitation. Il ne faudra pas une dépolarisation aussi importante que ça pour produire un potentiel d'action. Il suffira d'une dépolarisation un petit peu moins importante. Donc ce qu'on a modifié
en changeant par cette petite dépolarisation le potentiel de membrane, c'est qu'on a modifié l'excitabilité de la membrane. On a fait une modulation, une neuromodulation, on l'appelle, une neuromodulation, c'est-à-dire une modulation de l'excitabilité de la membrane dans le sens ici d'une excitation. Et si c'est si important, ce que nous voyons au niveau... ce que nous voyons... Oh, je vais l'arrêter.